Hello tout le monde, c'est Atreid et on va discuter liquidité actuellement, qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là et pourquoi est-ce que ça va driver le prix de Bitcoin à la hausse ou à la baisse. Alors je t'ai déjà énoncé depuis une semaine, moi je fais des gros travaux du point de vue de la liquidité parce qu'on a vu que tantôt la M2 ça marchait bien, puis après ça marchait plus et donc mon travail depuis un petit moment c'est de faire un focus vraiment là-dessus pour regarder ce qui marche, ce qui marche pas et je dois dire que je suis assez époustouflé par le résultat de ces travaux. Je te donne des petits indices sur Twitter, sur YouTube. Mais la précision de ces travaux, on la regarde à travers la communauté. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question, qu'est-ce qui va se passer sur Bitcoin d'après les liquidités? Et je vais t'apprendre à calculer ce qu'on appelle les impulsions de liquidité, tu vas voir à quel point c'est important. Premièrement, si jamais tu débarques sur cette chaîne et que tu découvres ces concepts de liquidité pour la première fois, sache que je ne les ai pas inventés. Le facteur de corrélation a été calculé sur Bitcoin depuis des années et il est assez énorme. Le facteur de corrélation, c'est de regarder en fait comment Bitcoin réagit par rapport à un autre actif, par rapport à une autre donnée, et estimer avec des pourcentages est-ce qu'il suit avec une grosse fiabilité cette donnée ou pas. Par exemple, le marché action, selon les cas, c'est environ 60% à 80% de corrélation. La liquidité, tu peux voir, le résultat il est ici, on oscille entre 0,89 et 0,95, ce qui donne du 89 à 95% de corrélation. Ça veut dire une chose, c'est que 89 à 95% du temps, Bitcoin suit les ajouts de liquidité dans le système ou alors il suit les drainages de liquidité. Néanmoins, une première étape qu'on avait pu faire dans le travail, c'est de se dire, ok, ce que tout le monde regarde, c'est-à-dire la M2, elle n'est pas pertinente. On l'avait vu, la M2, elle n'est pas pertinente, ça c'est logique. Pourquoi? Parce que la M2 ici, pour les USA, représente la quantité d'argent en circulation. Or, on le sait, avec le temps, il y a de plus en plus d'entreprises, plus en plus de personnes, de plus en plus d'argent en circulation, qui est d'ailleurs dévalué dans le temps. Et donc, c'est normal de voir une M2 qui grandit, même si sur les actifs, on a des bull runs, des bear markets, etc., etc. Donc, on sait que typiquement, cette M2 n'est pas viable. Ce que je t'avais montré, par contre, une fois, c'était ceci. Ceci qui était la variation de la M2 sur un cycle de 7 semaines. Donc on voit le prix de Bitcoin qui est en blanc derrière. On voit ici la liquidité qui se déplace en faisant des up et des downs sur un cycle de 7 semaines. Et pour ceux qui ont un œil assez aguerri, eh bien on peut voir que Bitcoin suit quasiment la même structure avec un petit lag justement de 7 à 10 semaines environ, ça dépend quand. Et j'avais d'ailleurs posté sur Twitter le 12 mai qu'on était actuellement en train d'être dans cette phase de double top de la liquidité. Grosse montée qui a justement donné du bottom jusqu'à maintenant cette hausse sur Bitcoin et d'après cette map là on a justement une pattern en double top qui apparaît avant un gros drainage, un gros ajout et de nouveau un gros drainage de liquidité qui pourrait amener Bitcoin à baisser fortement. D'ailleurs si tu ne suis pas le compte X de la société, le lien est en description, va le suivre parce que c'est là-dessus que je poste des données de manière plus récurrente que sur YouTube, donc tu pourras voir justement l'évolution de ces datas à travers le temps. Donc ce qui est intéressant c'est de se dire est-ce qu'on vit dans un moment où justement on a un ajout de liquidité ou est-ce qu'on a un drainage de liquidité? Ça c'est la première étape. On peut voir qu'ici on était sur un ajout de liquidité et qu'on arrive gentiment au top alors que Bitcoin arrive également dans des structures techniques qui annoncent au moins un top local. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est pas tant de voir si il y a la liquidité disponible, c'est de voir également quel est le prix de cette liquidité. Et c'est ça que j'appelle l'impulsion de liquidité. En gros, l'impulsion de liquidité, c'est quoi? C'est de se dire, très bien, est-ce qu'il y a de l'argent disponible dans le marché? Oui, ça c'est la quantité, mais il faut aussi regarder quel est le coût de cette liquidité. Est-ce que cette liquidité est très chère? Auquel cas, on aura une impulsion de liquidité qui va être très basse et Bitcoin pourra moins en profiter. Ou alors, est-ce qu'on a un coût de cette liquidité qui est peu cher? Et alors, on peut estimer que l'impulsion de liquidité sera beaucoup plus grande et beaucoup plus profitable à Bitcoin et au marché financier. Et pour prendre en compte cette data, il faut prendre deux nouvelles charts que je t'ai pas montré jusqu'à maintenant. Il faut prendre cette charte ici qui est la M2 Money Supply en pourcentage annuel d'une année par rapport à l'autre des USA. À cette charte, il faut coupler celle des taux d'intérêt à 2 ans aux USA qui sont en train de grimper et je vais t'expliquer pourquoi. Donc premièrement, pourquoi est-ce que cette charte elle est pertinente? Tout simplement parce qu'elle te montre non pas la M2 de manière globale et absolue dans le temps, elle te montre les variations de la M2 d'une année après l'autre. Et on peut voir que depuis le bull run 2021, on est en chute libre, on est en train de regagner du terrain depuis 2023, mais tu peux voir on est passé de moins 3, moins 4% même de création de liquidité année après année à environ 4,57% actuellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au mois de mars approximativement, on était sur 4,5% de liquidité en plus par rapport à mars 2025. Ça, c'est la quantité d'argent en circulation. C'est un peu comme si je te disais qu'il y avait une pièce de théâtre que tu pouvais aller voir et que la quantité d'argent en circulation, c'était le nombre de places disponibles. On était en 2021 sur un amphithéâtre à 100 000 places. Actuellement, on est plutôt sur un amphithéâtre qui a à peine 1000 places à disposition. Donc, il y a moins d'argent en circulation. Néanmoins, l'argent, lui, est en train d'augmenter. Donc, ce qu'il faut voir, c'est si à quantité qui monte,
le prix de la liquidité est accessible, et si la réponse est oui, eh bien on va pouvoir estimer que justement nous n'aurons pas de drainage de liquidité et que Bitcoin pourra en profiter. Et pour calculer cette impulsion de liquidité, ce qu'il nous faut regarder, ce sont les yields des taux obligataires à 2 ans. Pourquoi cette donnée niveau macro? Parce que les taux à 2 ans et ceux en dessous sont ceux qui suivent le plus les mouvements de la Fed. Les taux longs, 30 ans, 20 ans et même le 10 ans, price plutôt une inflation à long terme, une défiance dans le système à long terme, alors que les taux à court terme, eux, représentent et suivent plutôt une fiabilité de ce que va faire la Fed par rapport à ses taux d'intérêt. Et actuellement, tu peux le voir, les taux montent de plus en plus. Pourquoi c'est pas bon pour l'impulsion de liquidité? Tout simplement parce que le calcul, il n'est pas compliqué. Il faut prendre la M2 en changement année après année, la charte qu'on vient de voir juste avant, et soustraire à cela justement les taux à 2 ans. Et donc plus les taux à 2 ans montent, plus l'impulsion de liquidité va être faible. Actuellement, on serait sur une impulsion de liquidité qui serait de 4,57 environ, moins 4,05. Donc on est sur une impulsion de liquidité qui est plus basse que 1. Ça, c'est pas bon parce que forcément, le niveau neutre, c'est entre 0 et 1, 0 et 2 à peu près. Arrivé à moins de 1, on rentre en territoire qui est quasiment négatif. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a de la liquidité disponible, mais que cette liquidité est trop chère et qu'elle n'ira pas sur BTC. Ce qu'il faut entendre par trop cher, c'est la logique suivante. Dans le marché, on a des actifs qui sont censés être à risque, d'autres non à risque. Donc ceux qui sont non à risque, on considère que eux à long terme ils ne vont pas tomber, ils sont moins volatiles certes, mais beaucoup plus sécuritaires. Et tout en haut des actifs non à risque, on a quoi? On a les obligations d'État comme celle-ci. La pensée qu'il y a depuis des années et qu'il y a toujours actuellement, c'est que si vous prêtez de l'argent au gouvernement américain, il y a un nombre de chances extrêmement faible, proche du néant, que les États-Unis se déclarent en faillite et ne remboursent pas les prêteurs. Par contre, si vous placez votre actif sur BTC ou sur des altcoins par exemple, le risque de tomber à zéro est beaucoup plus grand que sur les obligations américaines. Et donc, là où les obligations américaines jouent un vrai rôle, c'est que plus les yields montent et plus ça devient attractif de miser dessus. Imaginez que sur un actif sûr à 100%, on vous offre 4% de rendement par année. C'est énorme. Et donc forcément, on peut rentrer dans une dynamique où ce qui est le risk off, c'est-à-dire le sans risque, devient le risk on. À la base, le risk on et les actifs volatiles attirent l'appétit des investisseurs parce que justement ils offrent plus de risques, d'accord, mais ils offrent aussi plus de rendement. Et donc si le risk off comme ici commence à apporter des rendements intéressants, eh bien on risque d'avoir surtout une sortie des actifs, notamment Bitcoin, pour aller sur le marché obligataire. Ça, c'est un premier point. Et donc, ces taux d'intérêt représentent justement le coût de cette liquidité. Rappelle-toi, juste avant, je t'ai pris l'exemple de l'amphithéâtre qui a des places. Eh bien, ici, on avait 10 000 places à un prix de X. On verra quel est ce prix-là. Et ici, c'est comme si on avait un amphithéâtre de 1000 places à un coût de 1000 euros le ticket. Donc, il y a des places qui augmentent certes, mais le prix, lui, augmente aussi. Il devient de plus en plus cher. Et donc, les chances qu'on remplisse l'amphithéâtre n'augmentent pas avec le nombre de places. Au contraire, le billet reste trop cher, donc l'amphithéâtre ne sera pas rempli. Si on dézoome en weekly et qu'on fait un comparatif par rapport à ce qu'on avait ici au pic, en janvier 2021, tu peux voir qu'on avait ici une croissance monétaire année après année de 25,6%. Dans le même temps, en janvier 2021, tu peux voir les yields des 2 ans étaient à 0,14. Donc on avait un calcul qui était grosso modo 25 moins 0,1, on était à 25% d'impulse de liquidité, là où ici on est à moins de 1. Donc en gros, c'est comme si ici on avait 10 000 places dans l'amphithéâtre à un prix de 100 euros pour un spectacle, et là vous êtes sûr que vous remplissez votre salle, tout le monde vient et le spectacle fait un carton plein. Et bien c'est exactement ça qu'il faut voir. Il y a beaucoup plus de places, elles sont moins chères, donc les gens arrivent. Ici, il y a moins de places, les places sont beaucoup plus chères, donc malheureusement les gens ne spawnent pas. C'est ça l'impulse de liquidité, et on considère que plus elle est croissante dans le temps, plus justement on va avoir un apport de liquidité qui va être assez important. Maintenant, les États-Unis, forcément, ce n'est pas le seul pays qui participe à cet apport ou à ce drainage de liquidité dans le système, et surtout à la vraie liquidité qui rentre sur BTC. Ça, je te l'ai dit, j'ai fait plein de travaux dessus que je livre à ma communauté. Tu as le lien en description, millennium-community.com. Et on est en train de suivre ça parce que j'ai des calculs qui annoncent de manière assez précise justement l'argent qui va rentrer ou sortir de Bitcoin. On est en train de prendre ces setups de manière intraday. Ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours.
Si tu veux suivre le travail, eh bien tu cliques sur le lien en description, tu prends l'abonnement, c'est sans engagement et tu regardes si ça te plaît ou pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est assez fidèle à la réalité. Ces petites lettres que tu vois ici, c'est simplement des lettres de mes calculs qui correspondent exactement à ce qui se passe sur Bitcoin. Donc je suis assez confiant pour la suite. Je pense qu'on a vraiment trouvé un élément qui explique en fait les mouvements de Bitcoin à travers le temps, qui explique surtout pourquoi des fois Bitcoin réagit à la macro, des fois il ne réagit pas à la macro, à des bonnes news, à des mauvaises news. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que à chaque fois, d'après la macro, d'après les news, d'après le on-chain, il peut y avoir des éléments qui sont différents. Par contre, après avoir backtesté des années sur Bitcoin, d'après les principes des liquidités, il y a un seul événement qui se rejoint à chaque fois et qui explique pourquoi est-ce qu'on a des baisses sur Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on a des hausses, et cet élément, ce sont justement les liquidités. Donc à mon sens, c'est le point qui est le plus important. Si tu veux suivre ça en direct, tu rejoins la communauté. On va prendre des trades qui vont être assez précis sous peu. Donc t'es pas encore en retard. Et sinon, bien entendu, je vous délivrerai les résultats de notre travail semaine après semaine sur YouTube au travers des vidéos. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, lâche un like, mets un petit commentaire, ça pousse avec l'algorithme. Et moi ça me motive à t'amener des éléments qui sont très pertinents et que je suis sûr que tu n'apprends nulle part ailleurs que sur cette chaîne. C'était Trade, bon week-end, ciao ciao.